de réanimation. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc les conflits d'intérêts, les liens d'intérêts, ce que vous voulez. Donc la place de l'albumine en 2014. C'est pas extrêmement simple. Il y a certainement une place pour l'albumine en réanimation. On a vu qu'en Angleterre, en tout cas, ils pouvaient l'utiliser, mais c'est extrêmement controversé. Certains voudraient qu'elle reste dans les pharmacies et d'autres voudraient qu'elle soit quasiment mise à la poubelle. Je remercie alors Laurent Papazian pour la photo. Et vous voyez que clairement, il existe encore au jour d'aujourd'hui des revues pour dire que c'est controversé, et c'est vrai que c'est extrêmement controversé. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par rapport à tous les produits de remplissage, quand on compare les effets indésirables, ce qui est surtout reproché à l'albumine, même si c'est un produit d'origine humaine extrait du plasma, c'est surtout son prix. Donc il va falloir qu'en face, il y ait des arguments forts pour pouvoir l'utiliser, parce que par rapport aux autres produits qui peuvent être utilisés, il n'y a pas vraiment d'effet indésirable qui a été rapporté, en tout cas démontré clairement par rapport à ça. Mais comme c'est la crise, c'est sûr que ça prend un effet absolument important et il va falloir démontrer l'intérêt de l'albumine. Alors l'albumine, c'est un produit extrêmement complexe, et c'est tellement complexe que si vous voulez tout savoir sur l'albumine, il y a cette revue là qui est toute récente, vous voyez, 2012, qui fait 80 pages. Et quand vous aurez lu ça, je pense que vous aurez tout compris. C'est vraiment un produit extrêmement complexe, beaucoup plus complexe qu'un simple produit de remplissage qui est là pour compléter soit une vasodilatation, soit un problème de déshydratation. Vous voyez ici quelques-unes de ses fonctions. La plupart de ces fonctions sont là. C'est un produit qui a une complexité d'action très importante. Et en dehors de ces produits, de ces fonctions qu'on pourra revoir un petit peu et qui vont déjà expliquer quelle est la place de l'albumine, vous voyez, quand on parle d'immunomodulation, d'antioxydants, de stabilisation endothéliale et autres, on voit bien tout de suite s'annoncer le sepsis et puis aussi tous les troubles qu'il peut y avoir avec les patients cirrhotiques infectés. Il y a une vraie logique. Mais il y a surtout aussi quelque chose qui est très important, qui est sa capacité de transport. Sur les 400 protéines du plasma, l'albumine en transporte 800. Donc quand vous avez une hypoalbuminémie, ce qui arrive chez tous nos malades, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un effet important. Et je ne sais pas s'il faut compenser cette hypoalbuminémie, mais c'est sûr que quand vous avez des produits qui sont des médicaments qui sont extrêmement liés à l'albumine, il faut tenir compte de l'hypoalbuminémie, parce que sinon, ne vous étonnez pas que vos malades ne se réveillent pas, ne vous étonnez pas que vous ayez des problèmes sur d'autres choses, parce qu'il va y avoir un vrai problème de troisième secteur. Mais je ne vais pas discuter de ça. Je vais essayer de discuter 3 indications particulières. Une indication pour laquelle je pense qu'il n'y a plus de discussion aujourd'hui, et je crois que c'est une faute de ne pas utiliser l'albumine dans ce type de lésion, c'est le patient cirrhotique infecté. Une indication qui est en cours de validation et sur laquelle il va falloir, je pense, discuter dans vos services si vous trouvez qu'il y a une place ou non. Et puis une indication sur laquelle je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication, et donc qui est les patients en ARDS, même s'il y a eu des études dessus. Sur les patients cirrhotiques avec des cirrhoses compliquées, très clairement, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des guidelines qui sont très fortes, et c'est supporté surtout par un papier qui n'est pas un énorme papier en termes de nombre de patients, mais qui montre chez des patients avec une péritonite primitive cirrhotique une diminution très clairement de l'insuffisance rénale, du syndrome hépatorénal et de la mortalité. Et ça a vraiment été le papier princeps. D'ailleurs, les doses qui sont recommandées au jour d'aujourd'hui, dans toutes ces guidelines, et vous avez ici des guidelines extrêmement récentes qui datent de novembre 2013 pour la dernière, et sinon c'est pour des guidelines publiées en début 2013. C'est vraiment, tout est basé sur cette étude, en tout cas pour les doses.
c'est basé aussi sur le fait qu'il y a une physiopathologie du patient cirrhotique compliqué qui est relativement bien connue. Quand vous regardez cette physiopathologie, c'est une physiopathologie qui est extrêmement complexe, avec des effets à chaque fois de chacune de ces conséquences liées au départ à l'hypertension portale et puis ensuite au risque infectieux de ce type de patient. Et quand vous mettez de l'albumine chez ce type de malade, eh bien, vous avez un effet qui est un effet multiple. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir juger au jour d'aujourd'hui l'effet à un niveau ou à un autre quand vous traitez ce type de patient avec de l'albumine, puisque l'effet va être multiple. Et quand vous regardez la littérature de ces patients, eh bien, ils ont essayé l'albumine contre des vasoconstricteurs, l'albumine contre d'autres produits de remplissage qui ont des propriétés oncotiques à peu près identiques, etc., etc. Et c'est difficile parce que même si l'albumine a un effet multiple comme ça, eh bien, quand on prend ces études, globalement, l'albumine va toujours sortir vainqueur parce que je crois que contre les vasoconstricteurs ou contre les amidons, elle a un pouvoir qui est multiple pour ce type de malade, vu leur physiopathologie, et les datas vont à peu près tous dans le même sens. Donc ça, c'est les évidences qui, au jour d'aujourd'hui, sont reconnues, dans lesquelles vous devez utiliser de l'albumine si vous suivez les guidelines, mais vous pouvez ne pas l'utiliser, qui va être lors des ponctions importantes d'acide pour éviter l'hypotension et l'atteinte rénale secondaire à cette ponction importante. Et aussi, vous avez les recommandations, bien sûr, dans la péritonite primitive du patient cirrhotique et dans la prévention, le traitement du syndrome hépatorénal chez ce type de malade. Les études sont multiples. Récemment, et pour faciliter ma présentation, il y a eu de très très bonnes méta-analyses. Là, vous voyez une méta-analyse qui est parue dans Hepatology et qui prend un nombre important d'études qui vous montre que quand on regarde la prévention de l'hypotension induite par les parasynthèses, eh bien, très très clairement, vous avez en faveur de l'albumine quelque chose qui est assez fort, que ça soit quand vous utilisez des vasoconstricteurs, genre noradrénaline, ou d'autres vasoconstricteurs qu'on utilise chez ces patients cirrhotiques, ou d'autres produits d'expansion volémique. Et surtout, vous voyez qu'en termes de mortalité, parce qu'on peut dire, bon, l'hypotension, ok, je vais réussir à la gérer, mais en termes de mortalité, que vous preniez les vasoconstricteurs ou les autres, très très clairement, l'albumine est un élément favorable et ça justifie, je pense, d'utiliser l'albumine quand on ponctionne ça, mais personne ne va tellement discuter là-dessus. Une autre méta-analyse, cette fois-ci, qui ont pris que les très très grosses études qui ont fait des ponctions de plus de 5 litres, et vous voyez que ça sort exactement pareil. Donc je vais passer rapidement dessus. Sur tous les éléments, c'était sur l'hyponatrémie, l'hypotension, la mortalité, vous voyez, ça sort sur les... Et puis là, c'est une méta-analyse sur uniquement les problèmes d'infection de péritonite primitive, parce qu'on cite l'étude de SORT dans le New England, mais il y a eu d'autres études qui ont été faites. Et vous voyez que quand on regarde ça, sur la fonction rénale, ce qui est quand même majeur chez ces malades cirrhotiques, qui sont quand même des malades terminaux, il y a un effet bénéfique. Sur la mortalité, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ça ne joue pas tellement sur la clairance bactérienne et sur la résolution de l'infection. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que l'effet de l'albumine n'est pas un effet de contrôle de l'infection. Vous voyez, c'est un effet beaucoup plus complexe qui va jouer sur ça. Donc je crois que sur ces éléments-là, il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a pas vraiment de choses à discuter, mais il reste des black box, ou en tout cas des zones grises sur l'albumine et le patient cirrhotique, que vous pouvez voir ça. Il y a, est-ce qu'il faut donner de l'albumine dans les autres infections de cirrhotiques? Pas sûr. Il y a un PHRC en France qui est dirigé par les gens de Nancy, les gastros, qui regardent si ça a un intérêt dans les autres types d'infections. Et puis vous avez sur l'encéphalopathie, par exemple, des études qui sont aussi en cours, qui ne sont pas très très faciles à faire, parce que bien sûr ces malades ont obligatoirement d'autres causes que que la cirrhose pourrait avoir une encéphalopathie, et on a obligatoirement un croisement de ces éléments-là. Donc ça, je crois que c'est extrêmement facile. Ça, c'est facile aussi. Enfin, à mon sens, l'albumine et l'RDS,
j'ai hésité à en parler, et puis en feuilletant un peu la littérature, il y a un papier qui est sorti là dans Critical Care, qui est même pas encore mis en page correctement, et donc je me suis senti un petit peu obligé d'en parler, qui est un papier sur l'albumine versus cristalloïde dans la RDS, donc publié dans le journal de Jean-Louis Vincent. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est comme toujours dans ces méta-analyses extraordinaires, ils partent de 4000 papiers et la méta-analyse finit avec 3 papiers. Bon. C'est toujours c'est comme un concept, la méta-analyse qui finit sur 3 papiers, qui est toujours un concept qui m'étonne, moi. Mais enfin bon. Et d'autant plus que quand vous regardez ces papiers, c'est surtout les 2 papiers de Greg Martin et le papier, la sous-étude de SAFE. Et globalement, vous voyez, les 2 papiers de Greg Martin qu'on connaît, qui étaient soit avec du Lasix, soit sans Lasix, l'albumine à 20%, qui augmente la PO2. C'est vrai, quand on regarde la méta-analyse sur ces 2 papiers, c'est vrai, mais en termes de mortalité, ça ne sort pas. Et puis franchement, je pense que ce sont des papiers anciens, avec des modes de ventilation qui sont vraiment plus du tout utilisés, avec des nouvelles techniques qui arrivent. Et personnellement, je ne pense pas que dans les RDS, il faille utiliser l'albumine au jour d'aujourd'hui par rapport à ça. Donc ça, c'est assez simple. Là où c'est plus complexe, c'est dans le sepsis. C'est plus complexe dans le sepsis parce que la physiopathologie existe. Vous avez vu les propriétés de l'albumine. On sait qu'il y a une hypoalbuminémie constante dans le sepsis, qui est à la fois quantitative et qualitative. L'albumine que vous mesurez n'est pas de l'albumine efficace, elle est souvent oxydée, glyquée, dégradée, et que 25 grammes d'albumine dans le sepsis, ce n'est pas 25 grammes d'albumine chez monsieur tout le monde qui a une atteinte, par exemple, digestive ou ce que vous voulez. Il faut en parler parce que dans la Surviving Sepsis Campaign, on a introduit pour la première fois la possibilité d'avoir l'albumine, avec essentiellement le fait que on peut donner de l'albumine. Et ce qui est vraiment important, vous voyez, c'est quand les patients nécessitent de substantial amounts of crystalloid. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est substantial amount of crystalloid, parce que c'est extraordinairement compliqué. Parce que la Surviving Sepsis Campaign, c'est quand même la prise en charge initiale du sepsis. Quand les malades arrivent dans mon service en réanimation, ils sont passés soit par le SAMU, soit par les urgences, soit par le bloc opératoire, où nos collègues ont fait déjà la Surviving Sepsis Campaign. On est rarement appelé par nos amis urgentistes avant que les malades aient reçu 25 à 30 millilitres kilos de cristalloïdes. Donc quand ils arrivent, quand nous on redit on va refaire la Surviving Sepsis, quand ils arrivent chez nous, on leur fait 25-30 millilitres kilos. Et donc, est-ce que 60 millilitres kilos, c'est substantial? Parce que quand même, globalement, nos malades les plus graves, ils en prennent 80, 100 millilitres kilos. 6-7 litres de cristalloïdes. Quand on compte le préhospitalier, les urgences, le bloc, et nous, en finale. Donc ça, c'est difficile, la substantial. Et puis la Surviving Sepsis Campaign, ça vaut pour les 24 premières heures. Comment vous remplissez vos malades après AJ2, AJ3? Il n'y a pas de recommandation là-dessus. Ça n'existe pas, ça. Donc on est vraiment par rapport à un problème, je ne sais pas si l'albumine va résoudre ça, mais il y a un problème qui n'est pas résolu là-dessus. Et substantial, est-ce que c'est en 6 heures, en 24 heures, en 48 heures, à partir de quand? Ça, c'est à peu près la même chose que pour la cirrhose. Quand vous regardez une physiopathologie un petit peu simpliste de l'endotoxine, l'albumine, elle va jouer sur le stress oxydant, c'est le seul antioxydant extracellulaire. Les 3 autres sont des systèmes intracellulaires. Alors même si ce n'est pas un pouvoir antioxydant très fort, c'est un pouvoir antioxydant lié surtout à la concentration. Et puis ça protège aussi la cellule endothéliale, il y a beaucoup de data là-dessus. Alors quand on regarde le safety de l'albumine, le début de l'utilisation de l'albumine, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il n'existe pas au jour d'aujourd'hui d'infection liée au sang, ralliée à l'administration d'albumine. Quel que soit l'albumine qu'on utilise, dans tous les pays, il y a des producteurs locaux d'albumine ou internationaux, et ils ont tous maintenant une production. C'est un produit qui est assez safe en termes de safety lié aux produits sanguins.
Là, c'est une méta-analyse qui compare l'albumine, y compris l'albumine hyperoncotique, aux autres produits, et ils disent que c'est clairement, en tout cas, un produit plus safe que les autres, même s'il y a une étude française qui voulait montrer autre chose. Mais si on essaye de regarder le bénéfice de l'albumine, il y a un concept qui est intéressant, parce que c'est un concept qui est lié aux propriétés de l'albumine. Les propriétés de l'albumine sont concentration dépendants. L'effet antioxydant de l'albumine existe in vivo chez l'homme et existe aussi in vitro à partir de 25-30 grammes par litre. Vous avez vraiment une courbe comme ça sur l'effet antioxydant qui part très très fort quand vous avez 25-30 grammes par litre. Et quand on regarde cette étude, qui est une étude de mauvaise qualité, peu importe, dans le futur JAMA chinois, parce qu'il faut publier maintenant dans ça, hein, parce que les Chinois publient de plus en plus, l'impact facteur de ces journaux-là, dans 10 ans, va être très fort. Vous allez voir. Publiez maintenant, puis après vous verrez. Non, c'est un joke. Et vous voyez que quand on donne de l'albumine chez les patients qui ont une albumine très basse, dans cette étude-là, vous avez un effet bénéfique. Alors que quand vous donnez de l'albumine chez les gens qui ont une albuminémie, on va dire normale, il n'y a pas vraiment d'effet. Et ça avait déjà été un peu suspecté par Jean-Louis Vincent, toujours quelqu'un qui a des idées un petit peu originales, qui dans ses papiers extrêmement préliminaires sur 100 malades, qui donnaient de l'albumine chez des patients versus du Ringer lactate, il a dit on va essayer d'atteindre 30 grammes et on va donner de l'albumine pendant une semaine pour avoir 30 grammes après avoir donné 60 grammes initial. Et vous voyez que quand il fait ça, il regardait la défaillance d'organes. Les gens qui avaient reçu de l'albumine avaient une amélioration de leur défaillance d'organes. Et puis, de façon intéressante, ils avaient moins de fluid balance positive. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un concept qui arrive, qui est très fort, c'est faire en sorte que les malades aient plus des balances positives gigantesques. Comment y arriver? Vasoconstricteurs, autres produits, j'en sais rien. Mais tous les datas vont dans le même sens. Plus les malades ont des fluides balance positifs, plus ils sont graves et plus ils meurent. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'ils sont plus graves qu'ils ont plus de fluides balance et qu'ils meurent. C'est pas si clair que ça quand même, parce que c'est pas aussi évident que ça quand on prend les différentes études dans les sous-groupes de VAST, par exemple. Et puis il y a bien sûr le papier qui a relancé l'intérêt de l'albumine dans le sepsis, qui est le papier SAFE, avec ce petit sous-groupe de malades, de 1200 malades, qui ne sont pas très graves hein, quand vous les regardez. Ils ont été publiés après, vous voyez, ils ne sont pas très graves. Il y a 35% en choc septique, quasiment pas dialysé, une albuminémie qui n'est pas très basse, qui est à 25 grammes, mais qui est quand même juste à la limite de l'effet dose pour les propriétés de l'albumine. Et puis vous voyez, c'est des malades qui sont par ailleurs assez standards. Et quand même, quand dans ce papier, donc Finfer et le groupe australien, vous voyez qu'il y a un effet bénéfique de l'albumine, qui est cette fois-ci de l'albumine à 5%, pas de l'albumine hyperoncotique. Mais quand même, quand vous voyez sur 1200 malades, quand vous ajustez, alors c'est de l'ajustement qui avait été programmé, c'est quand même un signal qui est peut-être intéressant dans le sepsis. Alors quand vous faites des méta-analyses, ça sort comme ça, même quand vous excluez certaines études, dont discutables, on va dire, vous voyez que ça sort quand même assez fort sur un nombre de malades important. Là, vous excluez en plus l'étude SAFE, donc si vous rajoutez SAFE, c'est encore plus. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc, il y a deux études qui vont sortir là en 2014, qui sont HIRS et Albios, qui sont l'étude française et l'étude anglaise, qui utilisent cette fois-ci l'albumine à 20%, après une phase initiale de réanimation, qui regardent les deux mortalités. Vous voyez, les objectifs sont les mêmes, avec d'un côté que du choc septique, donc que des malades avec des catécholamines, de l'autre côté, des patients avec du choc septique, il y en a quand même 1200, et puis des patients avec du sévère sepsis, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais avoir besoin de catécholamines, qui sont 600. Et ce qui différencie, ce n'est pas tellement le timing d'administration, même si dans l'étude française, on l'avait administré dans les 6 premières heures et les premiers jours dans l'étude Albios, qu'elles sont stratifiées sur différents éléments, peu importe. Ce qui différencie, c'est la façon d'administrer. Une façon pas très créative dans l'étude française
c'est moi qui l'ai faite, donc je peux le dire, qui était de faire la même dose pendant 3 jours, 60 grammes par jour, comme ça. Pourquoi pas très créatif? Parce que quand on a passé l'étude au comité d'éthique, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas mettre plus que 60 grammes par jour, puisqu'il y a l'étude de Frédéric Shortgen, qui est une étude qui montre qu'il y a une surmortalité avec le 20%, et vous n'êtes pas autorisé à mettre plus de choses que ça. Ce qui avait un sens, hein, c'est le rôle des comités d'éthique. Et l'étude italienne, dirigée par Luciano Gattinoni, qui fait la même chose que nous à J1, mais après qui va viser 30 grammes par jour, c'est-à-dire le niveau où vous avez un effet antioxydant de l'albumine en particulier. Et donc ces études, pour aller très vite, un des problèmes de notre étude, ce n'est pas uniquement la dose, c'est surtout qu'on partait de très bas. Vous voyez qu'après remplissage, au début des catécholamines, le taux d'albumine de nos malades, c'est 18 grammes par litre. Et ce qui fait qu'avec 60 grammes par jour, on arrive très très peu à passer la barre des 30 grammes. Et surtout, on est à 25 grammes par litre uniquement chez 2/3 des malades. Donc on n'arrive pas, chez 2/3 des malades, à passer la barre des 25 grammes par litre, comme ça. Le deuxième problème, c'est qu'on a inclus les malades très vite, même s'ils avaient des catécholamines, et probablement qu'on aurait peut-être dû attendre. C'était le problème des 6 heures, de Rivers, de la surviving, de l'enthousiasme de l'époque, et que la mortalité est extrêmement faible. 26% de mortalité, et il y a un signal dans l'albumine, mais qui est un signal très faible, et qu'on ne peut pas, qui est non significatif comme ça. Quand on prend les malades qui ont reçu 5 injections d'albumine, qui étaient prévues le per protocole, vous voyez qu'il y a un signal très fort de l'albumine, avec une diminution de mortalité de 20% par rapport au groupe qui reçoit du sérum à 9 pour 1000, hein, du salé à 9 pour 1000, avec une diminution de mortalité de 23 à 18%, mais qui n'est pas significatif, parce que même si on est sur 700 malades, vous voyez qu'il existe une mortalité trop faible pour pouvoir faire ça. Il faudrait qu'on ait quasiment 4500 malades pour pouvoir sortir quelque chose avec ça. Et ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, ce n'était pas possible. On a des effets bénéfiques sur le bilan négatif. Pas d'effet rénal, qui était la grande question du comité. Vous voyez, rien du tout, ni sur la dialyse, ni sur l'augmentation de la créate. Et on sèvre plus rapidement les malades de catécholamine. Sur Albios, les malades ne sont pas les mêmes. Ils ont une albumine beaucoup plus haute au départ. Ils arrivent aux 30 grammes, bien sûr. La population globale, un petit signal, mais pas grand-chose. Et dans le sous-groupe en choc septique, 1300 malades, une étude positive avec une diminution de mortalité significative chez des malades dont la mortalité est beaucoup plus importante que chez nous. Ces études ont déjà été reprises, même si elles ne sont pas publiées, dans une méta-analyse qui vient de sortir, et qui montre que quand on compare l'albumine aux solutés salées, il y a un bénéfice sur la mortalité, que pour le reste, il n'y a pas grand-chose, et que ces gens-là mettent l'albumine en premier élément dans les potentiels ressuscitateurs des patients en choc septique. Quand on regarde l'étude, le signal de Jean-Louis Vincent, vous savez, les 4 phases qu'il a publiées, l'albumine, quand on regarde, elle permet d'obtenir une pression artérielle correcte. C'est sûr que c'est un très bon produit de remplissage, c'est cher, mais c'est un bon produit. Il y a beaucoup de papiers qui montrent que ça joue sur le débit cardiaque et que ça permet vraiment même de diminuer la dysfonction myocardique. Il n'y a pas de complications, en tout cas, à son élément, et ça permet de donner une balance négative. Donc il y a des éléments positifs, son inconvénient principal, c'est le prix. Donc pour finir, la place de l'albumine dans la réa, je dis que vraiment, ça serait une faute, je pense, de ne pas en donner chez les patients cirrhotiques compliqués. Dans le choc septique, je pense qu'il faut en discuter après ressuscitation par cristalloïde. À quel niveau, ça, j'en sais rien. Quand un niveau d'albumine est bas, je pense qu'il faut que le niveau d'albumine soit plus bas que les 25 grammes comme ça. Quand les conditions hémodynamiques restent instables, s'il faut en mettre, il vaut mieux mettre de la 20% pour des problèmes de chlore, pour des problèmes de ce que vous voulez. Et il y a plein de papiers qui sont des papiers expérimentaux qui montrent que si vous l'infusez en minimum 1 heure, vous avez des effets nettement bénéfiques, plus bénéfiques que si vous le faites rapidement. Mais c'est que chez l'animal. Et quand on regarde le papier de
de Gattinoni, et quand on regarde le rationnel physiopathe, atteindre 30 grammes me paraîtrait quelque chose de raisonnable. Merci de votre attention.